En 1962, 13 jours ont séparé le monde de la guerre nucléaire. Non pas parce que des armées marchaient, non pas parce que des navires n'avaient ouvert le feu, mais parce que les missiles existaient. La crise des missiles de Cuba n'a pas été résolue uniquement par des soldats ou des diplomates. Elle a été résolue parce que les deux camps comprenaient, avec une clarté parfaite, ce que les missiles de l'autre pouvaient faire. Cette compréhension, cette terreur partagée, est ce qui a maintenu la civilisation intacte. Les missiles ont tout changé. Pas seulement la guerre, l'architecture entière du pouvoir mondial. Avant les missiles, il fallait des armées pour projeter la force à travers les continents. Après les missiles, une seule nation disposant de la bonne technologie pouvait menacer n'importe quelle ville sur Terre depuis des milliers de kilomètres. Ce basculement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il s'est produit niveau par niveau, système par système, chaque génération plus précise, plus létale, plus terrifiante que la précédente. Aujourd'hui, les missiles vont d'un tube qu'un seul soldat porte sur l'épaule à une arme capable d'atteindre n'importe quel point de la planète en 30 minutes, transportant assez de destruction pour effacer une ville de la carte. L'écart entre le bas et le sommet de ce spectre n'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Des catégories de puissance entièrement différentes, des catégories de peur entièrement différentes. Voici les 7 niveaux. Niveau 1, missiles portables anti-chars et système à épaulement. C'est là que tout commence. Pas dans des bunkers ou des sous-marins, dans les mains de soldats individuels. Un seul fantassin. 2 combattants dans un pick-up, un milicien dans un col de montagne qui a passé 3 semaines à apprendre à manier un tube de métal qui coûte moins cher qu'une voiture de luxe et qui peut détruire un char qui en vaut 50 fois plus. Le RPG-7 est l'arme anti-char la plus répandue de l'histoire. Produit depuis 1961, utilisé dans pratiquement chaque conflit armé depuis lors. Son coût sur le marché noir, entre 500 et 2000 $. Un char Abrams en vaut 10 millions. Cette asymétrie est précisément ce qui rend le niveau ainsi redoutable. Ce n'est pas une arme de puissance. C'est une arme d'égalisation. Le javelin américain monte d'un cran. Guidage infrarouge. Mode attaque par le dessus pour frapper le point le plus vulnérable d'un blindé. Prix unitaire autour de 175 000 $. Portée d'environ 2500 mètres. Un seul opérateur, correctement formé, peut neutraliser un véhicule blindé de plusieurs millions de dollars en quelques secondes. L'Ukraine en a reçu des milliers. Les résultats ont été visibles dès les premières semaines du conflit. Le Stinger complète ce premier niveau. Missile solaire portable, guidage thermique. Porté de 4800 mètres, développé dans les années 1970, il a changé le cours de la guerre en Afghanistan dans les années 1980 quand la CIA en a fourni aux Moudjahidines. Les hélicoptères soviétiques qui dominaient le terrain du jour au lendemain ne dominaient plus rien. Un seul homme, un seul tube, une guerre qui bascule. Qui utilise ces armes? Tout le monde. Les armées régulières, les forces spéciales, les milices, les groupes rebelles, les armées non étatiques. C'est là toute la tragédie, toute la puissance du niveau 1. Il est accessible, il se transporte à pied, il ne nécessite ni infrastructure logistique, ni chaîne de commandement sophistiquée. Il suffit d'un homme déterminé et d'une formation de base. Au niveau 1, le missile est un outil tactique. Il change des batailles, il ne change pas des guerres. Mais il rappelle à chaque puissance militaire du monde qu'aucun équipement coûteux n'est invulnérable face à quelqu'un qui a appris à viser. Niveau 2, missile tactique à courte portée. C'est ici que le missile quitte l'épaule du soldat pour monter sur un lanceur mobile. Ce n'est plus un homme contre un char, c'est un système d'armes contre une infrastructure entière. Un état-major, un dépôt de munitions, une piste d'aéroport, un nœud logistique à 300 km de la ligne de front. L'Iskander russe est le représentant emblématique de ce niveau. Missile balistique à courte portée, portée opérationnelle de 500 km selon les versions déclarées. Précision circulaire probable de quelques mètres, il peut emporter une ogive conventionnelle ou, selon les traités internationaux souvent contestés, potentiellement nucléaire. Il est mobile, il se déplace, il se cache. Il tire et repart avant que la cible ait eu le temps de répondre. L'ATA-CMS américain répond à la même logique. Army Tactical Missile System, tiré depuis des lanceurs HIMARS ou M270, porté jusqu'à 300 km selon les versions exportées, davantage dans les versions les plus récentes. En Ukraine, son introduction a immédiatement contraint la Russie à reculer ses dépôts de munitions et ses centres de commandement. Un système d'armes change la géographie opérationnelle d'un conflit. C'est exactement ce que fait le niveau 2. Le Toshka-U, plus ancien, mais toujours en service dans plusieurs armées, illustre ce que peut faire un missile tactique de génération précédente entre de mauvaises mains. Des frappes sur des marchés civils en Ukraine ont été documentées. Précision insuffisante pour une utilisation dans des zones densément peuplées. Le niveau 2 révèle aussi cela. La technologie seule ne détermine pas l'usage qu'on en fait. Coût d'un tir d'Iskander, entre 3 et 7 millions de dollars selon les versions. Un attaque MS MGM 168,
environ 1,5 million de dollars. Des sommes considérables, mais rapportées tempo-time à ce qu'ils peuvent neutraliser une batterie de défense aérienne, un pont stratégique, un centre de commandement régional, le calcul militaire est souvent favorable. Qui déploie ces systèmes? Les armées régulières d'États souverains, la Russie, les États-Unis, la Corée du Nord, l'Iran, Israël. Ce sont des armes d'État. Elles nécessitent une logistique, une chaîne de commandement, des données de ciblage, des infrastructures de maintenance. Un acteur non étatique ne peut pas les opérer seul. Et c'est précisément pour cela que leur prolifération change l'équilibre régional de manière si dramatique quand elle change de main. Au niveau 2, le missile est devenu un outil opérationnel. Il ne change plus une bataille. Il peut changer le cours d'une campagne entière. Niveau 3, les missiles de croisière. Et c'est ici que tout bascule, parce que le missile de croisière ne ressemble à rien de ce qui précède. Il ne monte pas haut pour redescendre sur sa cible. Il vole bas, très bas, à l'altitude des arbres dans certains cas. Il contourne les radars. Il épouse le relief du terrain. Il voyage à des centaines de kilomètres avec une précision que la génération précédente n'aurait pas osé imaginer. Et il arrive là où on l'attend le moins. Le Tomahawk américain est la référence absolue de ce niveau, en service depuis 1983, portée dépassant 1600 km selon les versions les plus récentes. Guidage, GPS, inertiel, reconnaissance de terrain, précision de quelques mètres, il peut être tiré depuis un navire de surface, un sous-marin et dans certaines configurations, depuis des lanceurs terrestres. Son coût, environ 2 millions de dollars l'unité. Les États-Unis en ont tiré plus de 2000 au combat depuis sa création. Irak, Yougoslavie, Afghanistan, Libye, Syrie. À chaque fois, la même image. Un bâtiment qui s'effondre avec une précision chirurgicale filmé par une caméra thermique diffusée en direct sur CNN. Le calibre russe est la réponse directe au Tomahawk. Portée annoncée entre 1500 et 2500 km selon les versions. Introduit spectaculairement en 2015 quand la Russie a tiré 26 calibreurs depuis des navires de la mer Caspienne contre des cibles en Syrie à plus de 1500 km de distance. Le message n'était pas seulement militaire, il était géopolitique. La Russie montrait au monde qu'elle disposait d'une capacité de frappe à longue distance depuis pratiquement n'importe quelle mer fermée. Le Storm Shadow franco-britannique complète le tableau. Missile de croisière air-sol, portée supérieure à 250 km en version export, davantage en version nationale. Guidage par corrélation d'image terminale. Il vole jusqu'à sa cible, reconnaît le bâtiment, visé par comparaison avec une image préchargée et frappe le point exact qu'on lui a désigné. Livré à l'Ukraine en 2023. Utilisé pour frapper des cibles en Crimée, considérées hors de portée jusqu'alors. Ce qui définit le niveau 3, ce n'est pas seulement la portée, c'est la discrétion combinée à la précision. Un missile balistique du niveau 2 arrive vite et fort, mais son trajet est prévisible. Un missile de croisière du niveau 3 arrive lentement, mais personne ne sait vraiment par où il est passé, ni d'où il vient. Il rend la défense extraordinairement complexe. Il faut détecter quelque chose qui vole à l'altitude d'un hélicoptère avec la signature radar d'un petit avion sur des centaines de kilomètres de territoire potentiellement hostile. Qui possède des missiles de croisière de ce niveau? Les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Chine, Israël, l'Inde, dans le cadre du programme BrahMos en partenariat avec la Russie. Un club encore restreint, mais qui s'élargit. Et chaque nouvel entrant dans ce club change l'équilibre régional de façon permanente. Au niveau 3, le missile n'est plus seulement une arme, il est un argument diplomatique. Sa simple existence oblige les adversaires potentiels à repenser leur défense, leur positionnement, leurs infrastructures. On ne construit plus un quartier général de la même façon quand on sait qu'un Tomahawk peut arriver par la fenêtre depuis 1500 km. Niveau 4. Les missiles supersoniques et hypersoniques. Jusqu'ici, les défenses aériennes avaient des réponses. Pas parfaites, mais des réponses. Le Patriot américain, le S-400 russe, le système Arrow israélien. Des intercepteurs capables d'engager des missiles balistiques et de croisière dans des conditions favorables. Des systèmes coûteux, complexes, mais qui fonctionnaient souvent assez bien pour que la dissuasion reste crédible. Le niveau 4 change tout cela, parce qu'un missile hypersonique ne se contente pas d'aller vite. Il va si vite qu'intercepter devient une question ouverte dont personne n'a encore la réponse définitive. Le Kinzhal russe, missile balistique, aéroporté, à capacité hypersonique. Vitesse annoncée, Mach 10, soit 10 fois la vitesse du son.
Portée jusqu'à 2000 km quand lancé depuis un MiG-30 et un K. Il descend sur sa cible à une vitesse telle que les systèmes de défense actuels disposent d'une fenêtre d'interception de quelques secondes dans le meilleur des cas. La Russie a affirmé l'avoir utilisé en Ukraine. L'Ukraine a affirmé en avoir intercepté plusieurs avec des batteries Patriot. La vérité opérationnelle est quelque part entre les deux, et les deux camps ont de bonnes raisons de ne pas la révéler entièrement. Le zircon russe monte encore. Missile de croisière hypersonique, vitesse de pointe annoncée, Mach 9, portée 1000 km. Tiré depuis des navires de surface et des sous-marins, sa trajectoire est si rapide et si manœuvrante qu'un groupe aéronaval américain, le système de défense le plus sophistiqué jamais déployé sur un navire, n'aurait qu'un temps très court pour réagir. Ce n'est pas seulement une arme, c'est une remise en question de toute la doctrine de la supériorité navale américaine construite depuis la Seconde Guerre mondiale. La Chine a développé le DF-17, missile balistique à portée moyenne équipé d'un planeur hypersonique. La tête planante se détache du missile en phase terminale et effectue des manœuvres à haute vitesse qui compliquent considérablement l'interception. Portée 1800 à 2500 km. Sa cible implicite, que personne n'énonce officiellement mais que tout le monde comprend, les bases américaines au Japon, en Corée du Sud et les groupes aéronavals en mer de Chine. Les États-Unis ont accumulé un retard relatif dans cette course et l'ont reconnu publiquement. Le programme ARRW, Air Launched Rapid Response Weapon, a rencontré des difficultés lors de ses essais. Le Dark Eagle terrestre avance. Le budget consacré aux hypersoniques a plus que triplé en 5 ans, parce que les États-Unis savent ce que signifie vivre dans un monde où des adversaires possèdent des armes contre lesquelles vous n'avez pas de réponse certifiée. Coût d'un tir hypersonique, entre 10 et 50 millions de dollars selon les systèmes. C'est cher, mais pour un État qui veut démontrer une capacité de frappe que personne ne peut arrêter, le coût est secondaire. Ce qu'on achète à ce niveau, ce n'est pas une arme, c'est une impunité de frappe. Et l'impunité de frappe vaut n'importe quel prix dans une négociation géopolitique. Au niveau 4, la guerre n'est plus une question d'armement contre armement. C'est une question de physique contre technologie. Et pour l'instant, la physique gagne. Niveau 5, les missiles balistiques intercontinentaux. Il y a des seuils dans l'histoire militaire qui, une fois franchis, changent définitivement la nature du monde. L'avion de combat a changé la guerre. La bombe atomique a changé la politique internationale. Le missile balistique intercontinental a fait les deux en même temps. Il a rendu possible de frapper n'importe quelle ville du monde depuis n'importe quel territoire national avec une ogive nucléaire en moins de 30 minutes. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement. 30 minutes. C'est le temps qu'il faut pour regarder la moitié d'un épisode de série télévisée. C'est le temps qui sépare une décision présidentielle et l'annihilation d'une ville de 10 millions d'habitants à 10 000 km de distance. Le Minuteman, 3 Américains, est en service depuis 1970. Toujours en service aujourd'hui. Portée, plus de 13 000 km. Vitesse en phase terminale, environ Mach 23. Il emporte une ou plusieurs ogives thermonucléaires. Les États-Unis en déploient 400, répartis dans des silos enterrés dans les plaines du Montana, du Wyoming et du Dakota du Nord. Des sous-sols de béton armé, gardés 24 heures sur 24, reliés en permanence au commandement stratégique, chaque missile attend, depuis des décennies, prêt en quelques minutes. Le RS-28. Sarma russe est le successeur du Satan soviétique. Portée, illimitée dans certaines configurations, capable d'atteindre des cibles en passant par le pôle sud pour contourner les défenses aériennes déployées au nord. Masse au lancement, plus de 200 tonnes, capable d'emporter jusqu'à 15 ogives indépendantes en mode MIRV, chaque ogive se séparant en vol pour frapper une cible différente. Un seul tir, 15 villes simultanément. Le DF-40 et un chinois complètent le tableau. Portée, 14 000 à 15 000 km. Le territoire américain entier à portée depuis le centre de la Chine. Mobile, transporté par camion, donc invisible pour les satellites de reconnaissance dans la plupart des circonstances. La mobilité est précisément ce qui rend ces systèmes si déstabilisants. On peut détruire un silo si on le localise. On ne peut pas détruire ce qu'on ne trouve pas. Qui prend les décisions à ce niveau? Plus des généraux, des présidents, des premiers ministres, des dirigeants suprêmes. À ce niveau, la chaîne de commandement remonte jusqu'au sommet absolu de chaque État nucléaire. Il existe des protocoles, des codes, des procédures d'authentification qui s'étendent sur des heures de documentation classifiée. Parce que l'erreur à ce niveau n'est pas une bataille perdue. C'est la fin de quelque chose qui ne recommencera pas. Le coût d'un ICBM dépasse largement les systèmes précédents. Un Minuteman, 3 modernisé, avec son infrastructure de silos. Plus de 100 millions de dollars. Son remplacement,
le Sentinelle, est estimé à 130 et 1 milliard de dollars pour l'ensemble du programme. Ces chiffres donnent le vertige. Mais les États qui les paient ne paient pas pour des missiles. Ils paient pour une garantie. La garantie que personne ne les attaquera en premier parce que personne ne peut se permettre ce qui viendrait ensuite. C'est le paradoxe parfait du niveau 5. L'arme la plus destructrice jamais créée est aussi celle qu'on espère le plus ne jamais utiliser. Et c'est précisément parce qu'on espère ne jamais l'utiliser qu'on continue de la construire, de la maintenir, de la perfectionner. Niveau 6. Les missiles nucléaires lancés depuis des sous-marins. Si le niveau 5 est la puissance visible, le niveau 6 est la puissance invisible. Et l'invisibilité est la forme de pouvoir la plus absolue qui soit en matière de dissuasion nucléaire. Un ICBM dans un silo est détectable. Les satellites le photographient. Les services de renseignement le cartographient. En théorie, dans le scénario le plus sombre, un adversaire suffisamment déterminé pourrait concevoir une frappe pré-en-check. Lors des essais dans les années 2000, le programme a été stabilisé. La Russie déploie aujourd'hui plusieurs sous-marins Borei opérationnels patrouillant dans les profondeurs de l'Arctique. Ces décisions. Des commandants de sous-marins qui reçoivent des ordres scellés à n'ouvrir que sous certaines conditions. Des équipages qui passent 70 jours sous l'eau, coupés du monde, maintenant une capacité de destruction totale en parfait état de fonctionnement. Des présidents qui portent en permanence les codes d'authentification nécessaires pour ordonner un laquelle il existe encore. Niveau 7. Les systèmes de l'apocalypse. Il y a des informations classifiées que les gouvernements finissent toujours par révéler, parce qu'une arme dont personne ne connaît l'existence ne dissuade personne. Et puis, il y a des systèmes dont l'existence elle-même est un message, pas une menace. Un message. Nous sommes allés là où vous n'osiez pas imaginer aller. Le niveau 7 n'est pas une progression logique des niveaux précédents. C'est une rupture de catégorie. C'est le moment où l'arme cesse d'être un instrument tactique ou stratégique et devient la représentation physique de la fin des choses. Le Poséidon russe, officiellement désigné Status 6 dans les documents qui ont fuité en 2015. Une fuite que beaucoup d'analystes pensent avoir été délibérée. Une torpille nucléaire autonome, propulsion nucléaire, portée quasiment illimitée, vitesse annoncée entre 100 et 185 km/h sous l'eau, considérablement plus rapide que tout intercepteur sous-marin existant. Ogive thermonucléaire dont la puissance annoncée varie selon les sources entre 2 et 100 mégatonnes. Un seul tir contre une ville côtière, pas seulement la destruction par souffle et chaleur. L'objectif annoncé est la création d'un tsunami radioactif, une contamination de la côte cible pour des décennies. Ce n'est pas une arme conçue pour gagner une bataille, c'est une arme conçue pour rendre un territoire inhabitable. Est-ce opérationnel? La Russie affirme que oui. L'Occident surveille et ne confirme pas. Ce que tout le monde sait, c'est que le sous-marin Belgorod, premier porteur désigné du Poséidon, est en service actif depuis 2022. Il patrouille quelque part. Les systèmes hypersoniques nucléaires de nouvelle génération représentent l'autre visage du niveau 7. L'avant-garde russe est un planeur hypersonique porté par un ICBM. Il se sépare en phase de vol et effectue des manœuvres à Mach 27 fois la vitesse du son. À cette vitesse, l'atmosphère terrestre génère une friction telle que l'enveloppe du planeur atteint des températures de plusieurs milliers de degrés. Il arrive enveloppé dans un plasma. Les radars ne le voient pas correctement parce que le plasma perturbe les signaux électromagnétiques. Il manœuvre, il change de trajectoire, il arrive là où les calculs d'interception ne l'attendaient pas. Vladimir Poutine l'a présenté en 2018 avec une animation montrant des trajectoires contournant les défenses déployées américaines terminant leur course sur la Floride. Ce n'était pas seulement une annonce militaire, c'était une démonstration publique de la futilité de certains systèmes de défense dont les États-Unis avaient annoncé le déploiement en se retirant du traité ABM en 2002. Mais le niveau 7 ne se résume pas à des missiles ou des torpilles. Il inclut des systèmes qui existent pour garantir que la destruction peut avoir lieu même si tout le reste a été neutralisé. Le système périmètre soviétique, connu en Occident sous le nom de Dead Hand, est peut-être le plus étrange jamais conçu. Un système semi-automatique capable d'ordonner une frappe nucléaire de représailles même si la chaîne de commandement humaine a été entièrement détruite. Si les capteurs détectent une attaque nucléaire et que personne dans la chaîne de commandement ne répond aux vérifications automatiques, le système peut, selon des sources diverses jamais entièrement confirmées, déclencher lui-même l'ordre de tir. La guerre conduite par les machines. La destruction garantie sans intervention humaine. Un scénario que Stanley Kubrick a imaginé dans Dr. Folamour en 1964 et que les ingénieurs soviétiques ont ensuite construit. La Russie a affirmé à plusieurs reprises que le système est toujours opérationnel sous une forme modernisée. Coût de ces programmes, classifiés pour la plupart. Les estimations partielles qui filtrent se comptent en dizaines de milliards de dollars. Mais à ce niveau,
Parler de coûts est presque absurde. Ces systèmes ne sont pas des investissements militaires. Ils sont des déclarations philosophiques sur la nature du pouvoir, de la survie et de la volonté d'un État d'aller jusqu'au bout de la logique de la dissuasion, même si ce bout mène à la fin du monde habitable. Qui décide à ce niveau? C'est la question que personne ne pose vraiment parce que personne ne veut vraiment connaître la réponse. Des présidents, des comités restreints, des protocoles classifiés et dans certains scénarios, peut-être des algorithmes. En 1944, un soldat allemand pouvait tenir dans ses mains un Panzerfaust capable de détruire un char. 80 ans plus tard, un planeur hypersonique voyage à Mach 27 dans un plasma électromagnétique vers une cible à l'autre bout du monde. Entre ces deux réalités, il y a 7 niveaux. Mais il y a surtout une transformation fondamentale de ce que signifie la puissance. À un certain moment, les missiles ont cessé d'être des armes. Ils sont devenus du langage. Le langage que les nations utilisent pour se parler quand les mots diplomatiques ne suffisent plus. Quand un État déploie un système hypersonique, il ne dit pas « nous pouvons vous frapper plus vite ». Il dit « les règles que vous pensiez connaître ne s'appliquent plus ». Quand un sous-marin nucléaire prend la mer, il ne dit pas « nous sommes prêts à vous détruire ». Il dit « vous ne pouvez pas vous permettre de nous attaquer ». Un soldat avec un javelin sur l'épaule et un président avec les codes de lancement d'un Sarmat font la même chose fondamentalement. Ils projettent le pacte de la puissance, l'un l'exprime en maître, l'autre en continent. L'un parle à l'ennemi d'en face, l'autre parle à l'histoire entière de l'humanité. La différence entre le niveau 1 et le niveau 7 n'est pas technique, elle est existentielle. Un RPG 7 peut tuer des hommes, un avant-garde peut mettre fin à des civilisations. Et quelque part, entre ces deux réalités, se trouve la question que chaque génération, depuis 1945, a refusé d'examiner trop longuement. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? La réponse, pour l'instant, est gravée dans le béton des silos, dans les profondeurs océaniques, dans les mémoires des systèmes automatisés qui attendent, silencieux, que personne n'espère jamais avoir à réveiller.